Bien, alors donc après avoir présenté les concepts sur les web services, notamment à travers le rappel du protocole HTTP, c'est quoi le protocole SOAP, c'est quoi le WSDL, et que représentent les annuaires UDDI dans une architecture basée sur les web services. Alors nous allons commencer à voir comment implémenter un web service basé sur JAX-WS, c'est-à-dire Java. Et du coup, donc, on va sur la procédure suivante. Donc, on va créer le web service. Créer le web service, on va voir comment le déployer dans une application Java. On va voir comment tester le web service avec un outil qui s'appelle SOAP UI. Et après, on va créer différents types de clients, un client Java, un client .NET, un client PHP, ce qui va vous permettre dans un premier temps de voir déjà c'est quoi l'intérêt du web service. Alors, l'application, le web service qu'on va créer consiste à créer un service qui permet d'exposer un certain nombre de méthodes via le protocole SOAP, à savoir convertir un montant, par exemple, de l'euro, c'est un E ici. Je profite de l'occasion pour le corriger. De l'euro en dirham, c'est-à-dire d'une monnaie à l'autre, donc c'est une simple conversion. Une méthode qui permet de consulter un compte sachant son code, et après une méthode qui permet de consulter la liste des comptes. Sachant qu'un compte pour nous est défini par un code, un solde et une date de création, euh, on va tester donc le web service via un analyseur SOAP, créer un client Java, un client .NET et un client PHP. Alors, en fait, l'architecture est la suivante. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre en place un serveur Java qui permet de déployer le web service avec ces trois méthodes. Conversion, getCount et getCount avec S, la liste des comptes. Un compte est défini par un code, un solde, en plus de d'autres attributs comme par exemple la date de création. Et après, on va tenter de créer un client SOAP, Java dans un premier temps. Un client Java, en principe, nous allons voir que pour qu'il puisse communiquer avec le web service, on pourra le faire via des intermédiaires. Alors, ces intermédiaires, c'est ce que nous allons appeler stub, skeleton. Donc, stub, c'est le proxy qui va être placé côté client. Alors, en fait, c'est un proxy qui va être généré à partir d'IWSDL. Donc, nous allons voir justement grâce aux outils qui sont fournis. Et du coup, donc, un client, pour qu'il puisse faire appel à la méthode du web service, il transmet sa demande au stub. Et après, c'est le stub qui va se charger d'envoyer la requête SOAP vers le skeleton. Alors, pour nous, skeleton, c'est le JAX-WS. Et après, le skeleton, c'est lui qui va appeler la méthode. Il récupère le résultat et après, il va fournir la réponse SOAP pour le client. Alors, ça, que ça soit bien pour Java, pour .NET. Après, par la suite, on va voir l'exemple d'un client, par exemple JSP, une application web basée sur. On va supposer qu'on va créer nous avons un serveur Tomcat, nous avons un projet web dynamique, une page JSP, qui va nous permettre, par exemple, de convertir un montant vers un autre. Ben, du coup, donc, un navigateur web, il envoie la requête HTTP vers la page JSP. La page JSP va faire le traitement. Et pour faire le traitement, il va faire appel au web service. Donc, nous sommes ici dans le cas de, par exemple, une entreprise qui offre un service. Il y a une autre entreprise qui va le consommer. On suppose ici que les deux entreprises, une qui travaille avec Java et une autre qui travaille avec J2E, par exemple. Et dans l'autre cas, on va supposer qu'il y a une entreprise qui travaille avec la technologie PHP et qui va mettre en place un script PHP qui permet de consulter bien sûr le web service. Donc ça c'est ce qu'on va faire. Alors pour faire ces opérations, on va travailler avec Eclipse. Donc on va commencer par créer tout d'abord un projet Java. Alors ici donc on va supposer que nous sommes dans une application Java classique, donc Java Project, TP Web Service, JAX-WS, TPWS. Donc j'ai déjà le projet. Alors, je suppose que je travaille avec GDK 1.7. Donc, ça, c'est important de savoir quel est le GDK que vous utilisez, parce qu'en fait, vous savez que JAX-WS, il a été intégré tout d'abord dans Java 6, mais après, il y a toujours quelques améliorations qui ont été faites dans les autres versions. Alors, je crée un simple projet Java, et à partir dans ce projet Java, donc, je vais commencer tout d'abord par créer les objets métiers. Dans notre cas, nous allons manipuler des comptes. Donc, je vais créer tout d'abord la classe compte qui représente un compte qu'on va manipuler. Alors, ça, c'est le projet. Créer la classe compte. Alors, je suppose que la classe compte se trouve dans le package métier.
Et pour nous, on veut créer une application qui permet de gérer les comptes. Ça, c'est un objet métier. Donc, c'est une classe généralement, c'est une entité. Et quand je dis entité, généralement, les entités, ce sont des classes qui sont sérialisables. Quoique ici, ce n'est pas obligatoire, parce que nous allons voir que JAXB, il peut bien convertir un objet en format XML, même s'il n'implémente pas l'interface sérialisable. Donc, ce n'est pas une obligation, mais il ne faut pas oublier que cet objet, cette classe compte, il va être utilisé par JAX-WS, mais également il peut être utilisé par RMI, il peut être utilisé par d'autres middleware. Et du coup, donc, dans le cas général, les entités sont des classes qui sont sérialisables. Alors, dans notre cas, un compte est défini par le code qui est de type long, le sol qui est de type double, et après la date de création qui est de type date. Java.util, la date de création. Après, donc, on va générer les getters et setters. On va générer un constructeur sans paramètres. Un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Un constructeur avec paramètres. Ça, c'est une simple classe. Alors, après, par la suite, on pourra utiliser quelques annotations, comme par exemple XML root element. Alors, d'ailleurs, généralement, c'est une annotation qui indique comme quoi le message XML qu'on va générer représente un élément XML qui porte le nom compte. Sinon, on pourra spécifier l'attribut name et après, dans ce cas-là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, c'est-à-dire que le message XML qui va être généré qui représente un compte, je voudrais lui donner comme nom de racine, par exemple, CP. Donc, rien ne m'empêche de faire ça. Mais sinon, par défaut, donc, il va lui donner le même nom, compte. Hein. D'ailleurs, si on ne spécifie pas, il va lui attribuer comme nom compte. Alors, ça, c'est la classe compte. Après, maintenant, on va créer le web service. Alors, le web service, donc, je vais l'appeler banque service. Je vais la mettre dans le paquet service. Bon, dans notre cas, le web service devrait permettre de faire la conversion. Donc, j'ai une méthode de conversion qui reçoit un montant de type double et qui permet de retourner, par exemple, le montant multiplié par 11,3. Donc, je suppose, par exemple, je suis en train de convertir un montant de l'euro en dirham. Alors, bien sûr, généralement, la couche service, il fait appel à la couche métier. Donc, c'est-à-dire que les traitements qu'on va faire là, souvent, on fait appel à la couche métier pour se connecter vers la base de données, pour faire des traitements, avant de retourner le résultat. Alors ici, donc, nous sommes en train de nous intéresser uniquement au web service. Donc, on ne va pas le coupler pour le moment avec d'autres composants métiers, c'est-à-dire d'autres traitements métiers. Alors, j'ai une méthode qui permet de consulter un compte. La méthode, on va l'appeler getCount. On reçoit comme paramètre le code. Alors ici, donc, je suppose que la méthode va retourner un compte, new count directement, un compte, avec les paramètres code. Je suppose que je vais prendre le même code qui est transmis comme paramètre. Le solde, je peux générer un nombre aléatoire, par exemple random. Et la date de création, par exemple, la date système. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, plutôt la troisième méthode, permet de retourner une liste qui contient des comptes. GetCount. Donc je vais commencer par créer une liste qui contient des comptes. Égale new array list. Je vais ajouter des comptes. Add new count. CTRL-C, CTRL-V. Alors ici, donc, je vais supposer que ça, c'est le code de 1, par exemple. Et le compte 2. Et je vais retourner la liste des comptes.
J'ai ici donc une méthode qui retourne une liste de comptes. J'ai pour le moment deux comptes. Voilà. Ça, c'est une classe Java classique. Alors, pour que ce soit un web service, on aura besoin d'utiliser les annotations JAX-WS. L'annotation web service. Alors, le nom du web service, on peut le spécifier en utilisant banque, par exemple, WS. Sinon, par défaut, il va prendre le même nom que la classe. Après, chaque méthode doit être précédée par l'annotation web méthode. Et si vous voulez attribuer un nom à l'opération, on peut spécifier operation name, par exemple ici. La conversion, je vais l'appeler conversion, par exemple, euro to dirham. Donc je peux l'appeler comme ça. Alors que si je ne spécifie pas le paramètre opération operation name, il va spécifier le même nom que la méthode. Alors après le paramètre, si vous le laissez comme ça va marcher, mais sauf qu'au niveau de XML, il va le nommer arg0. Donc si vous voulez attribuer le paramètre correspondant, on va utiliser la notation web param. En fait, la notation web param, donc on va spécifier name. On va l'appeler par exemple montant. Ça veut dire que dans le message XML, un client, quand il veut faire appel à cette méthode, il devrait envoyer un paramètre qui s'appelle montant. Alors c'est pareil pour la méthode getCount, web méthode. Ici, il y a un paramètre, donc on aura besoin de la notation web param. Alors, name égale la code. Et la même chose ici, donc on va utiliser la notation web méthode. Alors, ça c'est la première étape. Nous avons développé le web service. Donc, développer un web service, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Alors maintenant, il faut le déployer. Pour le déployer, il nous faut un serveur. Alors maintenant, tout dépend. Si vous avez un projet web basé sur, par exemple, Glassfish, vous démarrez le serveur et après, ça marche. Il n'y a pas de problème. Parce que lui, en fait, le serveur d'application J2E, que ce soit JBoss ou bien Glassfish, donc il le déploie automatiquement. Mais si c'est par exemple une application Java, c'est notre cas, on aura besoin de créer notre propre serveur. Et dans notre cas, un serveur, c'est une classe qu'on va créer. Serveur JAX-WS. C'est une application qui contient la méthode main. Je vais mettre dans le package serveur. Et pour créer un serveur, c'est très simple. Il suffit donc de déclarer, on va spécifier le port, l'adresse d'accès. Le point d'accès, donc c'est http://localhost. Le port, je vais utiliser le port par exemple 80 ou bien 85, je peux l'appeler comme je veux. Donc ça veut dire que ça c'est l'adresse d'accès. Alors quand vous voulez, en fait localhost, ça veut dire que le web service ne peut être accessible qu'en local. Mais si vous voulez qu'il soit accessible à distance, il va falloir remplacer localhost par soit l'adresse IP de votre machine ou tout simplement vous spécifiez l'adresse. Alors si vous spécifiez l'adresse, plutôt le nom de domaine, donc c'est encore mieux. Alors maintenant, pour publier le web service, on va faire appel à une classe qui s'appelle endpoint, qui fait partie de JAX-WS, avec la méthode publish. Alors je publie le web service dans l'adresse URL, et le web service lui-même, c'est une instance de la classe bank service. Il n'y a pas plus simple. Donc là, dans n'importe quelle application Java, endpoint.publish, donc vous publiez le web service. Alors qu'est-ce qu'il va faire cette application? Il va ouvrir un service HTTP sur ce port, qui va être utilisé uniquement pour consulter ce web service. Alors on va la tester. Je vais juste afficher le message URL, comme ça il va m'afficher l'adresse d'accès. J'exécute l'application, Run Java Application. J'attends toujours, il est en train d'exécuter, voilà. Alors, donc, le serveur démarre. Donc, ce petit serveur-là, ce n'est pas un serveur web Tomcat ni Glassfish. Donc, c'est mon application Java, c'est mon propre serveur. Alors, maintenant, pour vérifier si ça marche, on va juste, on aura besoin de lancer un navigateur.
Alors pour tester, donc, on aura besoin de taper l'adresse http localhost. Quoi d'autre? Localhost, le port 8585 slash. Le web service s'appelle donc WS, point d'interrogation WSDL. Alors quand vous mettez l'adresse point d'interrogation WSDL, en principe, vous envoyez une requête HTTP et l'application, il vous affiche le WSDL. Alors faites le WSDL que vous voyez là, donc vous voyez donc il a été généré dynamiquement par le serveur, par JAX-WS. En fait, le WSDL, on aura l'occasion de le détailler, mais vous devrez savoir juste que le WSDL, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un élément type dans lequel on déclare généralement le schéma XML qui permet de décrire l'interface du web service, les types de données. Après, par la suite, il contient un ensemble de messages que nous allons décrire tout à l'heure. Et après, un élément qui décrit les opérations pour type. Alors ici, nous avons combien d'opérations? Nous avons 3 opérations. Et chaque opération, il y a input et output. C'est-à-dire que pour chaque opération, voilà les paramètres d'entrée, voilà les paramètres de sortie. Alors, et après, par la suite, il y a la description de l'élément binding. Nous allons voir qu'il spécifie quel est le codage utilisé et après, quel est le protocole qui doit être utilisé pour transporter ce message XML. Et après, à la fin, donc, il y a l'élément service qui décrit le nom du web service et l'adresse du web service. Alors maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, ça vous donne un résumé du WSDL. Le consommateur final, à vrai dire, il n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le WSDL. Mais par contre, au niveau de concept, vous dites, le WSDL, c'est quoi? C'est un fichier XML qui permet de faire la description de l'interface du web service. Il est généré par le serveur et il est fourni au client à la demande. Donc, quand un client veut faire appel à un web service, la première des choses dont il aura besoin, c'est le WSDL. Alors maintenant, le WSDL, il nous donne une idée sur l'interface du web service, mais pour tester les méthodes du web service, on aura besoin d'un client. Alors, pour tester, on peut utiliser un éditeur XML comme Oxygen ou utiliser un outil comme SOAP UI. Donc, ça, c'est une interface graphique, une application graphique qui permet tout simplement de tester les web services. Donc, je vais vous montrer comment l'utiliser et à travers lequel donc, on pourra tester facilement les méthodes. Alors, avec le navigateur, j'ai vu donc le WSDL. Maintenant, avec SOAP UI, donc, nous allons voir la structure des requêtes SOAP. Alors, pour la structure des requêtes SOAP, alors qu'est-ce qu'on va faire? On aura tout d'abord besoin d'attendre un petit moment. Parce que là, en fait, c'est des outils qui sont relativement, on ne va pas dire très lourds, mais quand il y a beaucoup de programmes qui sont lancés déjà, et il faut attendre qu'ils chargent toutes ces marchandises, on va dire. Bien, alors donc voilà l'outil. Je vais commencer par créer donc un projet, New SOAP Project, mais après on pourra l'utiliser également pour tester les web services de type REST. Alors SOAP. Alors on aura juste besoin de spécifier l'adresse du WSDL. L'adresse du WSDL, voilà. Il faut la tester. On connaît l'adresse. CTRL-V. Donc voilà plutôt l'adresse que je veux. Je veux tester un web service qui se trouve dans cette adresse. Alors, en principe, si là, le nom du projet, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, donc ce n'est pas un problème. Alors, si vous cliquez sur OK, qu'est-ce qui va se passer? Donc, plutôt SOAP UI, il va se connecter vers le web service, comme on a fait tout à l'heure avec le navigateur. Il va récupérer le WSDL. Comment? Bien sûr. Quand je dis au web service, c'est-à-dire au serveur. Donc, il va demander au serveur de lui donner le WSDL, exactement comme on vient de faire, comme ça. N'est-ce pas? Donc, il envoie une requête HTTP, il a récupéré le WSDL, il va l'analyser, mais après, il va vous afficher la structure. Alors, vous voyez donc la structure, c'est encore plus agréable de voir que ici, le web service, il contient les 3 méthodes.
Vous avez la méthode conversion euro dirham, getCount et getCount. Alors maintenant, quelle est la méthode que je veux tester? Par exemple, la méthode conversion euro dirham. Je fais un double-clic sur la requête SOAP. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, il vous affiche quelle est la requête SOAP que vous devrez envoyer pour tester cette méthode. Alors, par exemple, la méthode s'appelle conversion euro dirham. Il faut envoyer un montant. Le montant, par exemple, 700. J'envoie la requête. Donc, il vous permet d'envoyer cette requête SOAP vers le web service. Et après, il récupère la réponse. Alors, la réponse, il devrait s'afficher ici. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Donc, je vois la réponse. Et la réponse, je vois conversion euro dirham. Et après, je vois return et le résultat. N'est-ce pas? Alors, avec ça, je vois déjà comment envoyer une requête SOAP et comment recevoir. Alors, au niveau concept, c'est l'idéal pour comprendre les web services. Parce qu'après, par la suite, dans les applications, on ne va plus voir les messages XML ni WSDL. On va créer des applications d'une manière très simple. On fait appel au web service. Mais la réalité, ce qui circule entre les applications, c'est ces messages. D'accord? Alors, on peut voir la même chose pour consulter le compte. Pour consulter un compte, j'ai besoin de spécifier le code. Par exemple, code 1, envoyer. Vous pouvez toujours agrandir la fenêtre. Envoyer. Il envoie la requête SOAP. Alors, normalement, c'est très rapide. Alors, ce temps-là, c'est-à-dire ce temps-là que j'attends maintenant, indique tout simplement que la machine n'est pas très à l'aise parce que j'ai lancé beaucoup de programmes. Ensuite, je suis en train d'enregistrer la vidéo et tout ça. Donc, c'est juste un petit souci de... Alors, voilà la réponse qui arrive. On ne devrait pas attendre tout ce temps-là pour l'avoir, c'est instantané. Hein, d'accord? Alors, ici, donc, qu'est-ce que je vois? Je vois return, il y a le code, il y a la date de création, il y a le solde. Donc, ça veut dire quoi? C'est il me retourne un compte. Et le compte est défini par ces strings. Alors, comment? Les Niger? Ben oui, le web service. Alors, le web service, la méthode getCount, qu'est-ce qu'il retourne? Regardez, return, new, il va retourner un compte avec un code, le même code qui est envoyé. Le solde, c'est aléatoire, mat.random, etc. Et la date, c'est le new date, c'est la date système. Okay. Donc ça veut dire si vous envoyez la requête une deuxième fois, vous n'aurez pas les mêmes données parce que il y a toujours l'aléatoire qui n'est pas. Ah d'accord, d'accord. Donc ça c'est la méthode getCount. Alors également on pourra faire la même chose pour consulter la liste des comptes. C'est un peu trop pour attendre cette réponse. Alors, vous voyez donc la méthode getCount, il n'y a pas de paramètres à spécifier, donc j'envoie la requête et j'attends la réponse. Et on devrait voir la réponse. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est que nous sommes dans cette logique d'architecture. Alors on a créé le web service, on a créé le serveur, on a testé. Voilà le WSDL, la structure, donc on va la décrire par la suite en détail. Alors nous sommes en train de tester avec alors je voulais revenir en arrière en fait pour vous montrer l'architecture. Alors on est dans cette logique. En fait le client c'est quoi? C'est Unisoap. Donc Unisoap, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une requête SOAP vers le web service, il récupère la réponse SOAP et après il nous affiche réellement le message qui est échangé entre le client et le serveur. Alors en principe, si on regarde déjà la réponse SOAP, ici je vois pour la liste des comptes, qu'est-ce qu'il va retourner? GetCount response. Il y a combien de returns? Il y a 2. Pourquoi? Parce qu'il y a deux comptes. Hein? La méthode getCount va retourner une liste de comptes, c'est un ensemble de comptes. D'accord? Alors, une autre chose qu'on pourrait faire comme tout à l'heure, c'est par exemple, je voudrais, en fait, j'ai la classe compte contient la date de création, mais je ne voudrais pas que la date de création soit envoyée au client.
Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? La notation XML transient, n'est-ce pas? Alors, sauf que si vous voulez qu'elle soit prise en considération, parce qu'en principe, XML transient, vous devrez la mettre sur les get date création, les getters. Alors, vous la mettez là, en principe, ça va marcher. Parce que par défaut, les annotations JAXB sont utilisées sur les getters. Mais si vous voulez quand même l'utiliser sur plutôt un attribut, il va falloir ajouter la notation XML accessor type et vous spécifiez la constante field, comme quoi on voudrait mettre les annotations sur les champs. Alors vous indiquez à JAX-WS de scanner, d'utiliser les annotations JAX-B utilisées sur les attributs. Alors j'ai changé la classe compte, j'ai besoin de redémarrer le serveur. Donc il va falloir, je n'ai pas un moyen pour le redémarrer, le seul moyen c'est de l'arrêter, de forcer l'arrêt comme ça. Je l'arrête, je le réexécute. Ok. Et après donc je vais consulter. Alors pour consulter, bon, le WSDL va changer, parce qu'en fait j'ai changé la structure des résultats qui est retourné. Donc ça veut dire qu'il va falloir recharger le WSDL. Alors ici donc il y a update definition. Donc update definition, il va à nouveau envoyer la requête vers le serveur pour recharger le WSDL. Il dit que donc si je consulte le compte, cette fois-ci, j'envoie la requête. Alors je reçois la réponse, mais quand vous voyez la réponse, il y a le code et le solde. Donc il n'y a pas la date de création. D'accord? Donc ça c'est pour indiquer. Alors ça c'est déjà intéressant. Alors maintenant je voudrais, en principe, c'est pas ce que je veux en tant que client. Alors, un ingénieur généralement il peut toujours tester les web services avec cet outil, mais ça juste pour tester. Mais après si vous voulez véritablement développer un client, il faut travailler une application avec Java ou bien avec un autre langage. Alors tout d'abord on va créer une application avec Java. Alors pour créer une application avec Java, donc je vais créer un nouveau projet. Alors Java Project. Alors le projet, je vais l'appeler client WS JWS 1. Alors maintenant, je veux créer un client qui veut consommer un web service. Tout ce que je connais, c'est l'adresse du web service. Je n'ai rien. Je ne connais même pas le langage avec lequel le web service a été développé. Je connais que l'adresse. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'ai besoin tout simplement de générer un proxy. Alors, en fait, pour générer un proxy ou bien un stub, donc c'est exactement ce que j'ai montré tout à l'heure dans l'architecture. J'ai besoin d'un proxy qui permet au client justement d'envoyer cette requête SOAP. N'est-ce pas? Ce message SOAP que nous avons vu tout à l'heure, ce message XML, ben, il me faut un outil qui me permet de le rédiger, soi-disant. Alors pour cela, il existe plusieurs moyens pour générer les proxys. Alors justement, Unisoap, il vous donne la possibilité, parmi les outils qu'il fournit, il vous permet donc de générer ce qu'on appelle les artifacts, c'est le proxy tout simplement. Alors si vous voulez générer un proxy, vous pouvez utiliser un proxy qui s'appuie sur JAX RPC. On va utiliser par exemple un proxy qui utilise l'API JAX-WS. Il existe plusieurs bibliothèques que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer un proxy. On peut utiliser Axis 1, Axis 2, on peut utiliser CXF. Il existe plusieurs frameworks qui sont utilisés pour pouvoir utiliser un proxy. Alors maintenant, si vous voulez utiliser un proxy, si vous voulez générer un proxy en utilisant JAX-WS qui est fourni avec le GDK, on aura besoin d'utiliser une commande qui fait partie du GDK qui s'appelle WS import. Alors si on cherche dans Program Files, Java, GDK, bin, vous allez trouver un outil qui s'appelle WS import. Il est là. Vous voyez?
Normalement, cette commande WS import, il permet de générer un proxy pour un client Java. Mais cette commande WS import, on a besoin juste de lui donner l'adresse du web service, c'est tout simplement. Et après, il va charger le WSDL et il le génère. Alors, en principe, cette commande-là, on peut l'utiliser sur ligne de commande, sans avoir besoin d'utiliser, par exemple, SOAP UI. On peut le faire directement. Mais si vous voulez utiliser cet outil-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, vous aurez juste besoin de configurer les préférences. Alors, dans les préférences, il y a Tools. Dans Tools, il y a une configuration à faire. Vous avez JAX WS Import. C'est-à-dire la commande WS Import, puisqu'il va la trouver. Alors, je sais qu'il se trouve dans Programme File Java bin. Alors, normalement, c'est à vous de spécifier le chemin où se trouve donc JAX WS, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est la première configuration à faire. La deuxième, c'est que vous aurez besoin d'utiliser tout simplement WS, voilà, JAX WS Artfax. Alors après, vous donnez quoi? Vous donnez l'adresse du web service. Il est là. Alors je vais la copier. Pour ça, c'est vrai qu'il s'agit de la même adresse. Et après, vous allez lui donner le chemin où est-ce qu'il va générer les classes. Les classes qu'il va générer, le proxy, où est-ce qu'il va le mettre. Alors, en fait, pour nous, on a besoin de le mettre où? Dans le dossier source de notre projet. Alors, je vais prendre le chemin où se trouve mon projet, c'est-à-dire le dossier source, et je spécifie directement ici le chemin. Alors ça, c'est là où les fichiers vont être générés. Et après, il va générer le code source, c'est du code Java. Il va compiler. Où est-ce qu'il va placer le bytecode? Je voudrais qu'il le place dans le dossier bin. Sachant que dans un projet Java ici, en fait, notre projet Java, si vous affichez la fenêtre navigateur, vous allez voir qu'en fait, il y a le dossier source et le dossier bin. Source, c'est pour les fichiers .java et le dossier bin, c'est pour le bytecode. Donc ici, pour moi, le bytecode, il va le placer dans le dossier bin. Et c'est tout. Généré. Alors, donc, il est en train de charger. Il se connecte à nouveau au serveur. Il va charger le WSDL. Il vous génère le proxy. OK? Alors, quelle commande qu'il utilise? Si vous analysez bien, regardez. WS import. Voilà les classes qu'il va générer. OK. Close. Alors, si on revient vers le projet, on a besoin d'actualiser. Refresh. Parce que quand on génère des classes à l'extérieur de Eclipse, vous aurez besoin de rafraîchir. Et vous pouvez remarquer, d'ailleurs, que le dossier source, alors le dossier source, il contient un package service dans lequel j'ai un ensemble de classes qui sont générées. Alors, je ne suis pas censé savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces classes, mais vous allez remarquer qu'il m'a généré la classe compte. Pourquoi? Parce qu'il sait que le web service permet de consulter un compte. N'est-ce pas? Et après, le dossier bin, bien sûr, ce qui contient les fichiers point classe. Ça, c'est le point Java, ça, c'est le point classe. Alors maintenant, il faut juste savoir comment utiliser le proxy. Alors, pour utiliser ce proxy-là, donc c'est pas moi qui ai développé ça. Et bien, tout simplement, il a utilisé donc JAXB. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on a la commande XJC. À partir du schéma, je peux générer les classes. C'est exactement ce qu'il a fait. Alors, maintenant, on va créer le client. Alors, le client, c'est une application Java. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin d'utiliser le proxy. Alors, en fait, le proxy, je vais chercher une interface qui s'appelle BankWS, qui porte le même nom que le web service, qui a été généré. Ça représente le stub, ou bien le proxy, égale new. Il vous crée une instance d'une classe qui s'appelle bank service
service. Pourquoi? Parce qu'en fait, la classe s'appelle déjà banque service, hein, c'est-à-dire l'interface du web service, plutôt la classe s'appelle banque service et après on ajoute le mot service. Donc banque service et après on va appeler une méthode qui s'appelle getBankPort. Alors ça c'est le proxy. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Comment créer plutôt un stub. Et après maintenant, pour faire appel aux méthodes, tout devient simple. Je voudrais par exemple convertir double résultat égale stub point et j'appelle la méthode conversion euro dirham. J'ai le montant, j'exécute l'application. En fait, bien sûr, je ne vais rien voir, n'est-ce pas? Parce que j'ai rien affiché. Alors ici, donc, je vais afficher par exemple 800 euros égale en dirham égale. C'est combien? C'est. Voilà le résultat. J'exécute. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, il faut comprendre qu'on est dans cette logique. C'est que le client, il demande au stub, je veux appeler la méthode conversion. C'est le stub qui va envoyer la requête SOAP vers le serveur. Il récupère le résultat et après, il va désérialiser le résultat et il vous le donne. Est-ce que maintenant je vois le XML, WSTL? Je ne vois rien. Mais la réalité, c'est que les web services, la base, c'est WSTL et SOAP. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais tester les autres méthodes. Pour récupérer un compte, égale stub.getCount. Par exemple, je veux récupérer le compte avec le code égal à 1. Alors, pour afficher le résultat, je vais tout simplement afficher le compte.getSold. Pas de problème. Et le solde. Je voudrais afficher la liste des comptes. Donc, je vais récupérer une liste qui contient des comptes. Égale stub.getCount. J'ai la liste des comptes. Je vais parcourir la liste. Et je vais afficher les informations sur le compte. Donc c'est point, j'affiche le code et j'affiche le solde. Un séparateur. Alors tout a l'air de bien marcher tout simplement grâce bien sûr aux outils qui sont mis en œuvre pour pouvoir faire communiquer les applications. C'est bon? Bien. Alors ça c'est un client Java. D'accord? Alors maintenant on va créer un client .NET. Alors pour créer un client .NET, donc je suppose que j'ai Visual Studio. Une charge pour l'application. Alors maintenant, je suis dans une autre entreprise qui travaille avec .NET. Je veux créer un projet. Donc, je vais créer un projet. Alors, tout dépend du type de projet. Je vais, dans un premier temps, utiliser un simple projet C# comme langage avec console application. Donc, c'est une simple application sur console. Ben, je lui donne un nom. Donc, ça, c'est client SOAP 1, plutôt client banque. Par exemple. OK. Alors, je crée un projet simple. En fait, un projet C# de type console.
c'est tout simplement c'est un projet dans lequel il va vous créer une classe qui s'appelle programme, dans laquelle il y a la méthode main. Alors maintenant, je veux appeler un web service. Alors à nouveau, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un proxy. Je vais générer un proxy. Alors pour générer le proxy, donc je vais cette fois-ci, je peux utiliser la même chose. Regardez, je peux utiliser SOAP UI et cette fois-ci je vais générer un proxy pour, regardez, hop. Est-ce qu'il y a .NET ici? Artifacts .NET, elle est là. Donc je vais générer un proxy pour le framework 2.0. Alors je peux le faire, la même chose, je spécifie le chemin et après le génère. Mais je n'ai pas besoin, pourquoi? Parce que, aussi bien que Eclipse, parce que nous allons voir que Eclipse lui-même, il dispose de ces outils. Plutôt, l'environnement Visual Studio possède également ces outils pour faire ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur la fenêtre Solution Explorer? On va ajouter une référence vers le web service. Et après, qu'est-ce qu'on va spécifier? On va spécifier l'adresse du web service. Alors, c'est pas celle-là. L'adresse du web service, c'est l'adresse du WSDL. J'envoie la requête vers le serveur, je récupère le WSDL, il va analyser le WSDL, voilà, il vous donne le résumé, il vous dit que dans le WSDL, il y a les méthodes. Je génère le proxy. Alors, en fait, j'ai pas montré en fait la fenêtre parce que par défaut, il va générer un proxy avec un nom service référence 1. Par défaut, il lui donne ce nom, mais après, dans la fenêtre, si vous cherchez le nom, vous pouvez lui donner un nom. Donc ça, c'est le namespace, en quelque sorte, qui est créé. Alors maintenant, si je veux utiliser le web service, c'est très simple. Ben, je vais tout simplement créer, je vais faire appel à service référence 1. Et dans service référence 1, je vais trouver une classe qui s'appelle banque service client. Banque WS client. Alors ça, c'est le stub. Égal new. Je crée une instance de cette classe. Alors comme tout à l'heure, donc je viens de créer un stub ou bien un proxy. Ok? Maintenant, si je veux par exemple récupérer un résultat, je vais utiliser par exemple double résultat comme tout à l'heure égal à quoi? Stub et j'appelle la méthode conversion. Je lui donne un montant. Je récupère le résultat. Je vais afficher console.writeLine. Donc résultat. Alors pour juste arrêter la console pour me donner l'occasion de voir le résultat, je vais utiliser readLine. Voilà, et j'exécute. En principe, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'application, alors c'est comme c'est une application sur console, alors ça c'est... Il y a déjà le résultat sur que il est un peu, voilà, la taille de la fenêtre. Voilà. Alors ici donc j'ai un résultat, c'est-à-dire que j'en vais bien la requête, je récupère le résultat. Alors je quitte, je veux récupérer un compte. Dans service référence 1, vous allez voir qu'il vous a généré la classe compte. Ben, la classe compte, il l'a générée à partir du WSDL. Alors cp égale stub.getCount. Je donne le code et je peux afficher les informations sur le compte. Donc console.writeLine. Donc cp. Il y a le code, il y a le solde. Par exemple, si je veux consulter le solde, si le solde égale plus solde. Je veux consulter la liste des comptes. Donc je vais utiliser service référence 1 point compte. Alors cette fois-ci, ça devient un tableau. C'est-à-dire pour récupérer un tableau de compte que je vais appeler compte égale stab.getCount. Alors ici donc je récupère une liste de comptes. Je fais une boucle pour chaque compte
compte.length console.headline, c'est compte de i point solve. Et après, je peux récupérer aussi le code, etc. Ainsi de suite. Console.write solved. Voilà. J'affiche un séparateur. Alors j'ai... Est-ce qu'il y a readline? On va la mettre à la fin. Alors donc il va se connecter, donc j'ai bien les résultats. Ben, c'est génial, ça veut dire que vous avez deux entreprises. Une, il y a le métier avec Java, et après il y a une autre application qui va le consommer, c'est .NET, il n'y a pas de problème. Mais le connecteur, c'est SOAP, donc la communication se fait via SOAP. Alors, sauf qu'on peut faire mieux. Par exemple, si vous voulez, au lieu de créer une application comme ça, supposons que vous voulez créer une application .NET avec une interface graphique de ce type, par exemple. Alors, c'est très important. Donc, le client qu'on vient de créer, il est là. N'est-ce pas? C'est le client .NET. Ça, c'est le client Java, tout à l'heure. N'est-ce pas? Qui communique avec le web service via un proxy. Alors, pour le cas de .NET, c'est la même chose. C'est un client .NET qui communique avec le web service via un proxy qui va générer donc les requêtes SOAP et analyser les réponses SOAP. Alors, on va créer une application dans laquelle, avec une interface, donc je clique par exemple sur conversion, j'affiche le résultat. Je clique sur le bouton compte et j'affiche la liste des comptes. Alors, ce qu'on va faire, je vais créer un nouveau projet. Alors, cette fois-ci, c'est Windows Form Application. Donc, ça, c'est client SOAP 2, ou bien client banque 2. Ça, c'est un deuxième client. Alors, donc, on va dessiner les éléments de l'interface. Alors, j'ai un label. Alors, on va afficher la fenêtre propriété. On va arranger ça. Alors, ici, on va mettre le montant. Alors, text box, une zone de texte qu'on va, dans le nom, on va l'appeler textbox MT, c'est-à-dire le montant. Et après, on aura besoin de deux boutons. Un premier bouton, bouton 1, que je vais appeler convertir, BTN, conversion. Alors le bouton conversion, le texte, conversion. Et un autre bouton pour afficher la liste des comptes. Liste des comptes. Le bouton, on va l'appeler BTN compte. Alors j'ai besoin d'afficher le résultat, un label résultat. J'ai besoin d'afficher donc une zone de texte ou bien un label pour afficher le résultat. Donc
que je vais appeler textbox res. Et après, donc, j'ai besoin d'un data grid view pour afficher la liste des comptes. Alors, dans la catégorie data, une grille. Je ne vais pas la paramétrer pour le moment, je vais la laisser juste comme ça. Alors, je garde le nom data grid view 1, donc je peux le changer. Alors maintenant, ça c'est l'interface. Donc, ça c'est l'interface. Maintenant, je veux accéder au web service. Pour accéder au web service, il me faut le proxy. Je reprends le même travail de tout à l'heure. Ajouter add service référence. J'ai besoin de spécifier l'adresse du web service, c'est pas la bonne. Entre un copier, un coller, et il y en a d'autres copiés en même temps. Alors, j'envoie la requête, il charge le WSDL, elle est là, il n'a pas changé. Il va me générer le proxy avec le namespace référence 1, toujours, service référence 1. Et après maintenant, les événements. Alors, je fais un double-clic sur conversion, et voyez donc, voilà ce que je devrais faire. Alors, quand je clique sur le bouton conversion, j'ai besoin de créer le proxy. Je reprends le même travail tout à l'heure. Sauf que, du moment que j'aurai besoin du proxy dans plusieurs méthodes, ça serait bien de déclarer directement ici un attribut service référence 1 point. Je sais que la classe s'appelle banque WS client. Donc, pour moi, ça, c'est le stub, n'est-ce pas? Je le déclare. Quand est-ce que je vais l'instancier? Au démarrage, au chargement de la fenêtre, c'est-à-dire donc au niveau du constructeur, je peux écrire stub égale new tabulation. Donc je crée une instance, donc j'ai créé le stub. Alors ici donc pour faire la conversion, je récupère le montant à partir de la zone de texte. Alors pour cela, donc j'ai besoin d'utiliser donc text view textbox empty.text, n'est-ce pas? Mais il faut la convertir en double. Pour cela, on va utiliser la classe double.parse. Donc, je convertis en double. J'affiche le résultat dans textbox res.text égale directement à res. Mais je dois le convertir en string, donc je vais utiliser la méthode. C'est pas le. Ça, c'est pas. Non. J'ai sauté une étape. Donc j'ai le montant, je fais appel au web service. Donc le résultat égale à quoi? C'est stub.conversion Eurodirham. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? Empty. Et après, qu'est-ce qui reste? J'affiche le résultat. .text égale res.toString. Alors, j'exécute l'application. Je saisis un montant. Alors, généralement, le premier appel, ça prend un peu de temps, mais après, c'est un peu plus rapide. Parce que la première fois qu'il va analyser le WSDL, il charge les éléments. Mais quand, vous voyez donc ici, voilà un exemple d'application .NET qui interagit avec une application Java via le web service. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Donc ici, quand je clique sur le bouton compte, j'affiche la liste des comptes. C'est ce que je vais faire. Donc je vais revenir. Alors ici, je double-clique. Voilà. Alors ici, donc quand je clique sur le bouton compte, qu'est-ce que je dois faire? Alors j'ai besoin tout d'abord de récupérer la liste des comptes. Donc toujours c'est service référence 1 point compte égale à partir du proxy stub, j'appelle la méthode getCount. J'ai déjà le résultat, donc j'ai récupéré le résultat à partir d'un web service. Après je vais l'afficher. Donc pour l'afficher, on va donc créer un data. Alors, on va créer le, comment dire, data table. Parce qu'en fait, le data grid view, on va afficher des données. Et après, du coup, donc, on va créer un data table que je vais appeler dt égale new data table.
une table et je peux lui donner un nom si vous voulez, par exemple compte. Et data table, je vais ajouter des colonnes. Je vais accéder aux colonnes .add. Je vais ajouter une colonne qui contient le code. Je vais l'appeler code. Je vais ajouter également une colonne que je vais appeler solde. Et après, je vais créer une boucle. For int i égale à 0 et inférieur count.length et plus. Alors, data table, je vais ajouter une ligne. Rows.add. Je vais ajouter une ligne. Alors, la première ligne, elle contient count de i.code. La deuxième, c'est le solde. Pas compliqué. Et après, solde. Et après, donc, data table, plutôt data grid view, data source. En fait, le data source, c'est quoi? C'est data table. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le data table que je viens de créer, donc je vais l'associer comme data source à data grid. Donc, en principe, il devrait m'afficher quelque chose. Alors, j'exécute l'application. Je clique sur le bouton Get Count. Alors, il est... Oui? Des? Non, on n'a pas besoin parce que ici, donc, je crée ce que je veux. Je crée le data table, je l'associe au data source et après, donc, il n'y a pas de problème. Data table. Donc, ici, donc, je récupère la liste et je les associe à data grid. Alors, en même temps, je peux faire la conversion, etc. Alors, ici, donc, quand je clique, vous voyez donc les données changent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'appelle le web service, il génère des données aléatoires, il me les envoie, je les affiche. Alors ça c'est donc le client .NET. Et après, donc on va créer quand même pour terminer tout ça, parce qu'après le prochain cours, donc on va vous laisser le temps de faire des TP comme ça. Qu'est-ce qu'on va créer? On va créer un client JSP et après maintenant on va passer des applications web. C'est-à-dire, supposons au lieu de créer, parce que là jusqu'à présent le client Java et le client .NET c'est des applications desktop, n'est-ce pas? J'ai un client Java desktop et la même chose pour .NET. Alors maintenant s'il s'agit des deux structures, j'ai donc une application web basée sur JSP et une autre basée sur PHP. Alors je crois que je l'ai... alors je reviens vers la page où il y a les architectures. Voilà. Il y a un client JSP et un client PHP. Alors pour le projet JSP, donc je suppose que je vais utiliser un serveur Tomcat. Et pour PHP, je suppose que je vais utiliser un serveur Apache. Alors maintenant, on va créer maintenant un nouveau projet Web Dynamic. Donc Dynamic Web Project. Donc ça c'est, je vais l'appeler client banque. Alors comme c'est un projet dynamique, j'ai besoin d'utiliser un serveur. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de serveur, il va falloir le configurer. Alors quel serveur qu'on va utiliser? Tout dépend. Alors ici Tomcat, Next. Et vous avez besoin de spécifier le chemin où trouver Tomcat. Alors en fait, Tomcat, vous devrez l'avoir dans votre machine. Je suppose que par exemple, Tomcat est installé dans le dossier J2E. J2E, Apache, Tomcat. C'est le chemin, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la configuration qu'il faut faire. Alors ici, donc, je vais créer un client qui utilise Tomcat. Alors ici, donc, j'ai créé deux configurations Tomcat, peu importe. Finish.
Alors maintenant, la même chose, mon projet, mon entreprise a besoin, travaille avec J2E, donc on travaille avec JSP classique. Je veux créer une application web. Qu'est-ce qu'il me faut à nouveau? Il me faut le proxy, n'est-ce pas? Alors le proxy, donc il faut utiliser. Donc je vous ai montré comment travailler par exemple avec ça généré avec WS. Pour .NET, il n'y a pas de problème, il a son propre outil. Pour le client JSP, je peux reprendre la même chose, comme je l'ai fait tout à l'heure avec JAX WS Artifacts. Donc je génère le proxy. Et pour changer, vous devrez savoir que dans Eclipse, il y a également Eclipse a ces outils aussi. Alors pour créer un proxy, on va cliquer sur le bouton New. Et dans la catégorie Web Service, vous trouverez Web Service Client. Next. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on va donner? Le WSDL. La même chose. Comme on a fait avec .NET. Donc on va lui donner l'adresse du WSDL. C'est pas la même chose. Alors je prends l'adresse à nouveau. Maintenant je suis sur .NET. Alors bien sûr, vous attendez un petit moment, il va charger donc le WSDL. Alors la machine commence à souffrir. Voilà. Et après, ça c'est tout. Donc où est-ce que vous voulez générer où est-ce que vous voulez générer cette fois-ci le proxy? Alors par défaut, il va vous proposer de le générer dans le dossier source. Oui. Finish. Alors sauf que cette fois-ci, par défaut, Eclipse, il utilise Axis. Il ne va pas utiliser JAX WS classique, mais il va utiliser plutôt une implémentation qui est utilisée pour le web service qui s'appelle Axis. Alors la preuve, si vous affichez la fenêtre, si vous regardez bien dans les bibliothèques qui sont intégrées à l'application, regardez, dans votre projet, il a ajouté des fichiers .jar au classpath Axis, n'est-ce pas? Alors, en quelque sorte, Axis, il a été utilisé, Axis 1, a été utilisé pour générer quoi? Regardez le proxy, il est là. Donc le proxy, il est généré, c'est pas le même qui a été généré pour l'application Java parce que nous avons utilisé deux outils qui sont différents, JAX WS et Axis. Alors de toute façon, les deux fonctionnent, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on va créer la page JSP. Donc JSP file. Alors je vais l'appeler index ou bien je vais l'appeler banque.jsp. Alors dans cette page JSP, qu'est-ce que je vais faire? Je suppose que j'ai un formulaire. Action, j'appelle la même page JSP, banque.jsp. J'ai le montant. Input type égal à texte, name égal montant. Et après j'ai un bouton submit. Dans la valeur égale OK. Alors sauf que quand je clique sur le bouton submit, j'appelle la même page JSP, n'est-ce pas? Et du coup, donc, au début, donc, je vais écrire le code JSP. Je vais juste tester if request .get paramètre. Je sais que la requête contient le montant. Alors, si la requête contient le paramètre montant, s'il est différent de nul, alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai cliqué sur le bouton OK et j'ai envoyé le montant. Alors dans ce cas-là, je récupère, je déclare des variables. Il y a le montant. Je vais supposer qu'il est égal par défaut à 0. Et j'ai également le résultat par défaut égal à 0. Alors à quoi est égal le montant empty? C'est request.getParameter
montant. Mais je devrais le convertir en double. À nouveau, donc c'est double.parse double. Voilà. Get paramètre. Alors c'est quoi ça? Request, oui. Je supprime request. Request, point. Ça veut dire que je récupère, à partir de la requête HTTP, je récupère le montant et je le convertis en double. Je crée le proxy. À nouveau, le proxy, c'est quoi? C'est une classe qui est générée qui s'appelle bank service proxy. Bank WS proxy. Donc ça, c'est le stub égale new bank service proxy. Bank WS proxy. Je récupère le résultat. Donc le résultat, c'est res égale stub. J'appelle la méthode conversion. Je donne le montant et je récupère le résultat. Et qu'est-ce qui reste à afficher que le résultat. Donc après le formulaire, donc je vais afficher le résultat. Donc j'affiche le montant égale mt en euros. Le montant en euros égale combien en dirhams? C'est le résultat en dirhams. Ok? Alors, sauf que dans la zone de texte, je vais afficher à chaque fois la valeur. Alors, la valeur, c'est le montant. Alors, pour voir le résultat, donc je peux directement la page JSP, run on server. Alors, ici, notre projet, c'est banque, client banque, c'est ça? Client banque, voilà. Alors, le serveur est démarré. Nous avons notre navigateur qui est lancé. Maintenant, j'appelle la page JSP. Je saisis le montant. J'envoie la requête vers le serveur. Le serveur me répond et j'affiche le résultat. Donc ça, c'est une application JSP. Mais après, je peux faire la même chose pour afficher la liste des comptes. On est bien d'accord? Alors maintenant, on est dans cette architecture. C'est là. Regardez bien, c'est important. Un navigateur web envoie une requête HTTP vers une page JSP. La page JSP s'exécute au niveau du serveur, un conteneur Tomcat. Et après, elle-même, pour faire les traitements, il a besoin de se connecter vers un web service qui se trouve quelque part. Il récupère le résultat, il fait le traitement, il me donne le résultat. Et enfin, on va travailler avec PHP. D'accord? Alors comme ça, on va compléter la cuisine. Alors pour travailler avec PHP, donc ça vous savez bien, il vous faut, vous aurez besoin d'utiliser un outil comme soit EasyPHP ou bien alors je suppose que j'ai installé. J'espère que la machine ne va pas craquer parce que ça c'est déjà beaucoup. Alors je suppose que j'ai installé donc EasyPHP comme outil, ça peut être un serveur en tout cas. Il vous faut un serveur Apache, il vous faut un moteur PHP. Alors ici ça suppose que tout est bien démarré, il n'y a pas de problème. Et après il me faut donc un éditeur pour développer avec PHP. Il me faut un éditeur. Alors je peux travailler avec un éditeur PHP quelconque, mais il y a un éditeur qui est très bien fait à mon sens, qui est PHP Storm. Il y a un outil PHP Storm. C'est l'un des meilleurs éditeurs avec lesquels vous développez des applications basées sur PHP. En fait, pour quelqu'un qui développe le web généralement, ça c'est vraiment c'est génial comme outil.
Pourquoi? Parce qu'en même temps, vous avez un éditeur PHP, un éditeur CSS, un éditeur JavaScript, jQuery, vous avez les outils avec lesquels vous testez le web service, etc. Ce n'est pas le seul, vous pouvez bien installer un plugin sur Eclipse qui s'appelle PDT, PHP Tool Development Tool, et vous travaillez avec Eclipse. Mais si vous travaillez par exemple avec un framework comme Symfony par exemple, ou d'autres frameworks PHP, avec cet outil-là, donc vous aurez plus d'assistance. Donc ça c'est un outil, c'est pas ce qui nous intéresse. On est bien d'accord. C'est pas notre objectif. On peut bien appeler un simple éditeur, soit Eclipse, Blocknote, peu importe. Il me faut un éditeur PHP. Mais si j'utilise un éditeur comme PHP Storm, c'est encore mieux. Alors voilà ce que je vais faire maintenant pour le client PHP. Alors j'attends qu'il démarre. Alors généralement tous les outils développés avec Java, parfois au niveau du chargement, parce que ça c'est des clients lourds. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais commencer par créer un projet. Je dois attendre, voilà, nouveau projet. Alors, vous savez bien que pour déployer un projet PHP, il faudrait généralement le moyen le plus simple, c'est d'aller vers EasyPHP, là où vous l'avez installé. Il y a le dossier 3W, n'est-ce pas? Et dans lequel vous créez un dossier qu'on va appeler par exemple, on va l'appeler banque. Donc ça c'est je crée un site web PHP que je vais appeler banque. Donc voilà le chemin du projet. Ok. Un petit project, il n'y a rien. Alors pour ce qui est, par exemple, si vous travaillez avec Symfony, vous regardez juste, au lieu d'utiliser un petit projet, vous spécifiez un projet Symfony, après vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Ça c'est ce qui est intéressant. Alors ici donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un script PHP, donc new file, PHP file. Le fichier, je vais l'appeler banque.php. Alors ce que je vais faire, je vais reproduire exactement ce que j'ai fait avec JSP, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que j'ai fait avec JSP? Je garde la partie PHP, je vais l'utiliser tout à l'heure. J'ai besoin d'une page HTML, body. Je crée un formulaire, action, c'est banque.php. Alors, si vous voulez la méthode par la suite, c'est par défaut, c'est get, n'est-ce pas? Post. On aura besoin de saisir un montant. Input type égal à texte. Name égale montant. Et un bouton submit. Dans la valeur et OK. Alors quand je clique sur le bouton submit, j'appelle la même page JSP. Alors ici donc je vais faire le test. Je déclare la même chose comme tout à l'heure. Je suppose que j'ai une variable mt dans par défaut c'est 0 et j'ai également une variable résultat égale 0. Alors on va tester si maintenant if is set. Alors je vais regarder dans la requête HTTP. Je vais regarder donc avec post. Si la requête est envoyée avec la méthode post, s'il contient un paramètre qui s'appelle montant. Est-ce qu'il est bien écrit? Non? If isSet montant. Voilà. Alors maintenant, si le montant, ben, tout simplement, j'ai besoin de récupérer le montant tout d'abord, c'est-à-dire mt égale à quoi? Dollar. Mt. Alors, dollar mt égale poste de montant. Je fais appel au web service. Alors pour faire appel au web service, on va créer une variable qu'on va appeler client SOAP. Donc ça c'est soi-disant le client SOAP. Alors on va créer une instance d'une classe qui fait partie de PHP qui s'appelle client SOAP client.
Il suffit de lui donner l'adresse du WSDL. Alors l'adresse du WSDL, à nouveau, je la connais. Vous voyez donc, je suis toujours dans la même logique. Alors PHP, il va envoyer la requête vers le web service, il va récupérer le WSDL, il va l'analyser. Maintenant, je veux envoyer une méthode. Alors tout d'abord, pour faire appel à une méthode, je récupère le résultat, res égale, il y a la variable client SOAP, et j'appelle une méthode. La méthode s'appelle double underscore SOAP call. Donc c'est-à-dire ça permet de faire appel à une méthode. Comment s'appelle la méthode? Alors là, ici c'est un peu différent parce que PHP c'est un langage qui est dynamique. Donc je n'ai pas généré de proxy, mais je dois taper le nom de la méthode. Je ne dois pas me tromper. Alors j'ai besoin de connaître le nom de la méthode. Comment je vais le savoir? Ben, tout simplement, j'ai besoin de regarder dans le WSDL comment s'appelle la méthode. C'est un copier-coller. C'est conversion euro-dirham. Donc ça c'est la méthode que je vais appeler. Et après je vais envoyer des paramètres. Et les paramètres, généralement c'est un tableau array dans lequel on va spécifier une liste de paramètres. Alors comment créer un paramètre? Je vais créer un paramètre, param. Généralement un paramètre c'est un objet de type, vous créez un objet de type standard class, un objet classique. Et dans ce paramètre, param, voilà. Je vais ajouter un paramètre, un attribut qui s'appelle montant. Et c'est quoi sa valeur? C'est MT. Alors généralement c'est comme ça qu'on va créer une liste de paramètres. Donc vous créez un objet de type standard class et vous ajoutez des paramètres. Le paramètre MT, donc j'ajoute un attribut MT dans la valeur MT. Ici donc qu'est-ce que je vais envoyer comme paramètre? $param. Alors si j'ai d'autres paramètres, je peux toujours les ajouter. D'accord? J'ai le résultat et ici qu'est-ce qui me reste? Afficher le résultat. Alors pour afficher le résultat, donc on va écrire à nouveau PHP. Donc PHP. Alors pour afficher avec PHP, c'est echo. Je vais afficher tout d'abord le montant MT. D'accord? MT en euros égale echo $res en dirham. C'est bon? Alors c'est exactement ce qu'on a fait avec PHP. Donc j'affiche le montant et j'affiche également le résultat. Alors ici donc pour avoir la valeur par défaut ici, on va utiliser value. Value égale, j'ai besoin d'afficher PHP echo toujours la variable MT. Enregistré. Alors sauf que ici il y a quelque chose quand même qui manque. En fait, res, c'est quoi res? C'est la réponse SOAP. C'est la réponse SOAP. Et vous savez que la réponse SOAP, en principe, la réponse SOAP, quand vous envoyez par exemple la méthode, ici on a déjà vu, la réponse SOAP, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un élément qui s'appelle return. Donc si vous voulez ce résultat-là, voilà ce qu'il faut faire. Il faut écrire, c'est res.pointer. Comment il s'appelle l'attribut? C'est return. Donc je récupère l'élément, la valeur de l'élément return de la réponse SOAP. Et c'est tout. Alors maintenant pour vérifier ça, je lance mon navigateur. Maintenant, en principe, EasyPHP, alors tout dépend de votre configuration. Ici dans notre cas, EasyPHP, plutôt Apache utilise le port 8888. Donc j'ai besoin d'aller vers mon projet banque. Le script PHP que nous avons créé s'appelle banque. Alors, dans un premier temps, il y a un petit problème ici. Il y a quelque chose qu'on a raté.
Oui, c'est normal, on a raté quelque chose. Pourquoi? Parce qu'au début, on affiche return de res. Or, ici, donc, ça, c'est pas un objet. Donc, ici, si vous voulez, quand est-ce qu'on affiche ce résultat-là? Uniquement si le résultat existe. Je n'ai même pas besoin de l'initialiser et de préférence d'utiliser un test. Donc, c'est-à-dire PHP if is set $. J'ouvre la collade début. Ici, je ferme la collade. Donc ça, c'est la fin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, cet affichage-là, je ne veux l'afficher que s'il y a un résultat. Donc ça, c'est juste pour éviter ce message d'erreur qui est affiché au début, que vous voyez ici. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc j'ai le montant. Alors ici, il n'y a pas de problème. Donc la communication se fait sans problème. Alors ici, sauf que il y a un petit détail, c'est que si vous voulez que PHP fonctionne, alors par défaut, il faut bien vérifier parce que dans la configuration PHP, il y a les extensions PHP. Et dans les extensions, il y a une extension qui n'est pas activée par défaut, que vous devriez activer. C'est là, c'est PHP SOAP. Elle est là. Normalement, par défaut, cette option n'est pas activée. Donc, s'il n'est pas activé, il va vous reprocher comme quoi la classe SOAP client n'existe pas. Alors maintenant, il va falloir s'assurer qu'il est activé et bien sûr de redémarrer le serveur. Pourquoi? Comme ça, il va la prendre en considération. Et si vous voulez, pour terminer, comment récupérer la liste des comptes? On va ajouter un bouton. Alors, je vais ajouter un bouton compte. Input. Type égale submit. Value égale compte. Alors, sauf que dans un formulaire, généralement, quand vous avez deux boutons, il va falloir à un moment donné faire la différence. Quand je clique sur le premier ou bien le deuxième, alors ce qu'on fait généralement, c'est que vous donnez au bouton un nom. On va l'appeler par exemple action. Ici, c'est pareil. Name égale action. Donc, c'est le même nom. Ce qui fait ici, donc, on va faire un test. Alors, if. Ce traitement-là, ça concerne quoi? If $post, c'est la requête envoyée par post action. Si les défis rendent nul, c'est-à-dire c'est is7. C'est-à-dire si ce paramètre existe, d'accord? J'ouvre la collade, début, et ici j'ai la fin. Donc ça veut dire qu'en principe ce traitement-là, je vais le faire uniquement si je viens de cliquer sur un bouton action. Ça c'est la première des choses. Et après je vais distinguer. Alors maintenant je vais récupérer l'action. L'action c'est quoi? C'est post to action. Ok. Et je teste. If $action égale OK. Alors OK c'est majuscule. OK. Alors si c'est OK, voilà ce que je vais faire. Vous me suivez? Donc c'est-à-dire si j'ai cliqué sur le bouton OK, voilà. Donc je fais ce travail. Alors à vrai dire, je n'ai plus besoin de faire le test par rapport au montant. Parce que si c'est OK, j'ai déjà envoyé le montant. Pas grave. La même chose dans JSP, bien sûr. Alors maintenant, j'ai else. Else if. Alors par contre, si l'action égale
si l'action égale compte, si j'ai cliqué sur le bouton compte, bah, tout simplement, à nouveau, donc, je fais appel au web service. Alors, pour récupérer le web service, donc, je vais faire la même chose ici. Donc, je charge le WSDL client. Après, par la suite, on pourra toujours améliorer parce qu'en réalité, je n'ai pas besoin de charger à chaque fois le WSDL. En principe, si vous voulez économiser, hein, oui, justement, si vous ne voulez pas le faire à chaque fois, il faudrait le stocker dans la session. Parce qu'il faut utiliser la session. Une fois qu'il est chargé, vous le mettez dans une variable session. Mais donc, je vous montre juste le principe. Alors maintenant, je vais récupérer la liste des comptes. Le résultat, liste des comptes, que je vais appeler compte, égale à quoi? C'est toujours si le client SOAP, et j'appelle la méthode SOAP-call. Comment s'appelle la méthode? Alors la même chose, donc vous avez besoin de connaître le nom de la méthode. La méthode, comment elle s'appelle? C'est getCount. Voilà. Est-ce que j'ai besoin des paramètres? Non. Cette fois-ci, il n'y a pas de paramètres, donc je mets array et je le laisse vide. Pas de paramètres. De toute façon, il faut toujours mettre le deuxième paramètre array. Même s'il n'y a pas de paramètre, vous mettez un tableau qui est vide. Donc j'ai le résultat. Et après, qu'est-ce qui reste? On va afficher ce résultat s'il existe. Donc à nouveau, donc, on aura besoin de faire un test if is set, comme tout à l'heure. Je duplique ça. If is set de quoi? Cette fois-ci, c'est compte. C'est-à-dire s'il y a une liste de comptes. Alors s'il y a une liste de comptes, je vais créer maintenant un tableau, table, HTML. La bordure égale à 1. Je vais créer des lignes. TH. Donc j'ai le code. TH, j'ai le solde. Et après, je vais faire une boucle. Alors, quelle est la boucle que je vais faire? C'est PHP for each. Alors, for each. Je vais récupérer quoi? Pour chaque, la liste, comment il s'appelle déjà? C'est count. $count return. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, quand j'ai plusieurs comptes, j'ai plusieurs éléments return. Pour chaque élément return de la liste des comptes, as cp, pour chaque compte cp de la liste des comptes, hein, parce qu'il faut bien voir tout à l'heure, regardez, la liste des comptes, qu'est-ce que nous avons retourné? Regardez, il y a combien d'éléments return? Il y en a plusieurs. Donc pour chaque élément return, je récupère un compte. Et après, j'affiche les informations sur le compte. Donc ici, donc, je ferme la boucle, PHP. Donc PHP. Donc ça, c'est la fin de la boucle. Et ça, c'est le début. Alors pour chaque compte, je vais générer un élément TR, et dans lequel j'ai plusieurs TD. Ici, donc, je vais utiliser donc, PHP echo. Donc echo. À chaque fois, je vais afficher le compte CP. Mais qu'est-ce qui m'intéresse dans le compte? C'est le code. Alors, je fais la même chose pour le solde. J'ai fermé la boucle. On va tester. Alors, PHP. Donc, voilà ici. Je clique sur le bouton. À chaque fois que je clique, j'ai à nouveau la liste. Alors ici, donc, si j'ai le montant, là, ça marche. Très bien. Alors, on arrive exactement à l'heure. Donc, on va arrêter cette vidéo-là.
Alors ça, c'est une vidéo, on va dire,